Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour la semaine des développeurs Oracle en français. Voilà, je suis ravi de vous accueillir. Je suis Patrick Lemartret, je suis directeur marketing pour les technologies. Donc, très heureux de vous accueillir pour cette deuxième version de la semaine des développeurs Oracle. On a à nouveau voilà, passé du temps, essayé de trouver les meilleurs experts. Donc, vous allez voir, c'est une semaine hyper riche. J'aimerais vous présenter les 30 intervenants qu'on va avoir tout au long de cette semaine. Voilà, ça prendrait beaucoup trop de temps. Voilà, en tout cas, la semaine va être très riche. On va avoir notamment cette année donc des speakers extérieurs à Oracle, notamment aussi grâce à nos sponsors qui sont avec nous, la Insum et Nvidia qui sont avec nous aujourd'hui, qui seront avec nous tout au long de cette semaine. Voilà, je suis sûr que ce programme voilà, va vous inspirer et répondra à vos attentes. Donc, on va démarrer avec nos intervenants de la journée dans un moment hein, pour cette session d'ouverture. On va démarrer donc avec cette plateforme Zoom donc, qui nous permet de présenter et de partager des informations avec vous. Donc, c'est le petit icône discuter. Et à côté, donc bien sûr, vous avez la possibilité de nous poser vos questions. On y répondra sans problème là, tout au long de cette session de cet après-midi. Sur cette possibilité que vous avez aussi aujourd'hui en tant que participant à ce programme donc développeur dédié aux développeurs en français, vous avez une possibilité d'accéder à un essai gratuit du Cloud Oracle qu'on appelle Oracle Cloud Free Tier. Voilà, n'hésitez pas à votre mail avec le mail avec lequel vous êtes inscrit donc avec la semaine, vous pouvez donc activer un tenant qui vous permet avec deux modes en fait. Soit il y en a un qui est always free avec un scope on va dire assez limité de ressources et de services. Et puis sinon, vous avez 500 $ de crédit qui vous permettent d'aller tester des services complémentaires et élaborer. Voilà, n'hésitez pas de flasher et de profiter de ce programme-là. Et à côté également, donc vous inscrire à cette channel Slack qui va vous servir aujourd'hui, qui va vous servir pour en fait toute la semaine, qui vous permet même après en fait la Developer Week là, de continuer à vous poser vos questions et accéder en fait à des questions et des réponses. Donc là aussi, vous avez un petit QR code. Alors cette semaine des développeurs, eh ben, on la démarre aujourd'hui avec cette session d'ouverture. Vous allez voir un programme super. Notamment, on va parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va aider ou est-ce que ça va aller contre les développeurs? Ça, c'est pour tout de suite dans quelques minutes. Et puis, tout au long de cette semaine, on a organisé les contenus par journée. Donc, jeudi, la journée autour de la data, de la database. On va parler MySQL, on va parler DB23C, qui est la nouveauté Oracle. Mercredi sera la journée Java, notamment avec José Pomar. On va parler de Java 21, bien entendu, puis tout un tas de projets hein, sur lesquels on a des intervenants extérieurs qui vont vous donner donc, les derniers détails. Et puis, dès demain, on attaque donc sur OCI, sur Oracle Cloud Infrastructure, le développement autour des nouveaux services Oracle Cloud Infrastructure et puis aussi pas mal d'intelligence artificielle et d'analytique voilà, pour demain. Voilà, sans plus attendre, voilà, je passe la parole immédiatement à notre directeur général Oracle France, donc Christophe Nesgrier, et à Jedi, qui est VP sur Oracle Cloud Infrastructure Développement. Christophe, à toi. Bonjour, bonjour à tous. Merci Patrick. Je suis très content de me retrouver ici avec vous aujourd'hui. C'est la deuxième édition pour moi et même si tu en as parlé un petit peu avant, ça m'a fait sourire de voir Patrick, on parlera de la jour du DB, c'est pas avant jeudi. Plus sérieusement, c'est un événement qui est important pour Oracle France parce que vous le savez et je voulais le reconfirmer, le lien avec notre communauté de développeurs, c'est quelque chose qui nous occupe tous les jours. Qui nous occupe à la fois naturellement, et JD en parlera bien mieux que moi, au niveau des équipes de développement, mais aussi sur lequel c'est très important pour nous les échanges que l'on peut avoir dans le cadre de ce qu'on développe pour aussi passer un petit peu au crible de votre sagacité sur notre stratégie, ce que l'on fait. Et je vais peut-être commencer par parler un petit peu de ça. Aujourd'hui, on le voit, Oracle arrive à une certaine maturité en tant qu'acteur cloud. Je dis une certaine maturité parce que je ne veux pas avoir l'air arrogant, mais il suffit de regarder aujourd'hui nos résultats. On est en capacité de voir que notre croissance sur le marché cloud est très importante, mais surtout, si on se compare aux autres hyperscalers,
est environ 2 fois plus grande. Et ça, c'est la confiance de nos développeurs, c'est la confiance de nos clients, c'est la place que revêt le digital chez nos clients, la place que revêt les nouvelles applications qui sont développées par notre communauté chez nos clients pour leurs propres clients. C'est ce qui fait que nous sommes en capacité de démontrer ces résultats extrêmement solides. Mais ces résultats, ils viennent aussi de nos investissements, de l'adoption de nos technologies dont on va parler cette semaine par le marché. On investit de manière importante en Europe. On a ouvert 2 régions aujourd'hui en France, une à Paris, une à Marseille, enfin en région parisienne et une à Marseille. On investit partout en Europe. On investit aussi en Afrique, où on a ouvert un data center en Afrique du Sud. Mais ce qui est le plus parlant pour moi, et je voulais un peu passer la balle à JD là-dessus, c'est aussi comment le marché nous perçoit. On est tous aujourd'hui en Zoom pour cette conférence. Zoom aujourd'hui, c'est un de nos grands clients. La capacité à permettre ces communications vidéo, audio pour des centaines de millions de personnes tous les jours, c'est OCI. Uber qui annonce bouger dans le cloud public récemment et donc de quitter leur cloud privé, choisit aussi Oracle et OCI pour la partie infrastructure. Là où on parle exclusivement de développements qui ne se font pas, dans le cas d'Uber, sur de la base de données Oracle, c'est du développement cloud native sur des technologies différentes. Quand aujourd'hui le ministère de la Défense américain choisit Oracle aux côtés de 3 autres hyperscalers, ça valide aussi la place et la position qu'a aujourd'hui Oracle sur le marché. Nous sommes devenus, à force de travail, à force d'abnégation, grâce à la confiance de nos clients, un hyperscaler sur le marché mondial. On en est très fiers, mais en même temps, on est aussi très conscient de la nécessité de continuer d'innover, de la nécessité de continuer de vous surprendre, de surprendre nos clients positivement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire cette semaine dans cette Developer Week, parce que ça nous tient à cœur et c'est central pour nos stratégies. Alors, JD, justement, comment tu vois un petit peu les choses par rapport à notre arrivée, ou en tout cas la validation de notre présence en tant qu'hyperscaler sur le marché? Toi qui vis ça tous les jours avec les équipes de dev. Déjà, merci Christophe, mais je voudrais rappeler déjà d'où on vient. En fait, ça fait 7 ans que OCI existe. Alors, ça ne s'appelait pas nécessairement OCI au début. Et je veux quand même, désolé, mais je veux rappeler qu'il y a 7 ans, moi je me souviens quand je suis rentré, j'étais un des premiers employés à OCI. Notre premier, alors je ne devrais peut-être pas le dire, mais notre première région, c'était 2 petits ordinateurs sur un bureau posés là. Puis on m'a dit, vas-y, va faire un cloud. Alors moi, je suis développeur, je suis aussi devenu manager, je suis du côté dark side de la force, mais en tant que développeur, je me suis dit, bon, j'y croyais, mais même au fond de moi, j'étais un peu terrifié comment on va y aller. Et puis quand là, on voit qu'on a des milliers de développeurs qui utilisent notre plateforme tous les jours, qu'on a des personnes comme Uber et Zoom et compagnie qui font runner leur workload. Je suis persuadé que cette conversation est en train de runner sur OCI. Bon, ben voilà, on a ce recul-là et c'est quand même, c'est le moment de la maturité. Et d'ailleurs, on parle de maturité, mais pour les développeurs, je sais que alors généralement, quand on crée un cloud, on s'occupe essentiellement de l'infrastructure au début. On crée des ordinateurs, on s'occupe des ordinateurs, des disques et compagnie. Et je sais que nos développeurs qu'on chérit vraiment, puisque là, on fait cette Developer Week pour eux, et on sait très bien que au fur et à mesure qu'on monte dans la stack et qu'on crée un cloud, souvent les développeurs ils sont servis pas en premier, peut-être pas en dernier, mais pas en premier. Parce qu'au début, on s'occupe de vraiment nails the basics, c'est-à-dire avoir les fondamentaux sur tout ce qui est infrastructure. Et moi, je me souviens, c'était difficile parce qu'avec l'équipe marketing d'Oracle France, avec Patrick et Antoine, on va au devant des développeurs, on leur montre nos produits depuis maintenant 3-4 ans avec toi, Christophe. Et je sais qu'il y a 3-4 ans, c'était compliqué parce que les développeurs venaient, ils disaient, ouais, bon, c'est marrant votre truc. Oui, vous avez une bonne machine de compute, mais je fais comment de l'intelligence artificielle, moi je fais comment si je veux créer un service comme Pokémon Go qui va recevoir des millions de messages par seconde. Et puis, il est où votre Kafka cluster? Bon, on n'avait pas tout ça. Et puis, cette année, pour rejoindre ce que tu disais, c'est l'année de la maturité parce que c'est l'année où il y a des services qui sont vraiment haut de la stack. On a des nouveaux services d'intelligence artificielle, par exemple, qu'on n'avait pas avant. On a le service Q qui a été annoncé dans cette semaine, l'année dernière. Je vous avais promis,
Je vous ai dit en avant-première, on va vous shipper le Q service. Bon, bah, ça n'a pas manqué, hein, on l'a shippé. Compatible Stomp. Bon, bah voilà, c'est un service de développeur. Et puis, je vous mets au défi, alors s'il vous plaît, ne le cassez pas, mais je vous mets au défi de le casser parce que franchement, on y a passé des heures et ce n'est pas juste une queue sur le côté. Non, c'est un truc qui peut recevoir des millions de requests ou même plus hein, par seconde. Donc, c'est vraiment, on a de plus en plus de maturité et même non seulement dans la création de nouveaux services, mais dans la consolidation de nos fonctionnalités. Donc, par exemple, vous êtes développeur, vous utilisez fonction as a service avec API Gateway. Bon, bah, notre service d'API Gateway, depuis maintenant 2-3 semaines, il s'interconnecte avec votre single sign-on, avec OpenID Connect, etc. Donc, on va plus loin. Par exemple, le service d'email qui, alors je vais vous faire rigoler, vous développeurs, parce qu'on supportait que SMTP comme protocole. Alors moi, je suis développeur, je me souviens, hein, vous m'aviez dit l'année dernière, t'es bien gentil, JD, mais j'utilise ça comment? Bon, bah, ça y est, on vous a shippé l'HTTP API pour pouvoir envoyer vos emails en tant que développeur, etc. Donc, vraiment, on monte au niveau de la stack et on sent avec fierté quand même, parce qu'on est parti de rien. Toute cette nouvelle fonctionnalité et tous ces nouveaux clients, tous ces nouveaux services. Donc, c'est quand même vachement plus mature. Et il y a un dernier sujet, Christophe, dont tu n'as pas parlé. Et je ne sais pas si c'est vraiment orienté développeur, mais moi, c'est quelque chose que je considère vachement, c'est tout ce qui est souveraineté. C'est-à-dire que non seulement on ouvre de plus en plus de régions en Europe, donc ça c'est cool, mais en plus de ça, on a vraiment des questions de souveraineté où quand on a des clients qui nous disent « bah ouais, t'es gentil, on est en France et tout, c'est très bien, mais est-ce que je peux aller au-delà de ça? Est-ce que par exemple, moi, Français, en France, est-ce que je peux opérer moi-même le Cloud OCI ?» Et on a des réponses pour ça. On a Cloud at Customer, ce qu'on appelle chez nous DRCC, on a Oracle qui viennent et qui vont répondre à ces problématiques de souveraineté. Donc, oui, je te renvoie la balle, Christophe. Effectivement, au niveau maturité, on est pas mal cette année. Alors, merci, ça me fait sourire les ordinateurs, parce qu'aujourd'hui, on a 41 régions dans le monde. Et on peut vous rassurer, c'est bulletproof et JD n'a pas les ordinateurs sous son bureau. Non. En tout cas, il n'a plus cela. Et c'est grâce à cette technologie et à ces investissements qu'on on respecte l'ADN d'Oracle. Et là, je dis ça plus sérieusement. L'ADN d'Oracle, c'est données critiques, applications critiques. Et ça, c'est quelque chose tout au long du développement que JD, enfin des investissements, du temps que l'on passe, on ne perd jamais ça de vue. La sécurité, c'est by design. Quand on parle, JD me dit un mot et après j'arrête, sinon je vais exploser mon timing. Sur la partie souveraineté, aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, on monte des sociétés exclusivement européennes qui emploient des personnels exclusivement européens de façon à aller très très loin, et on peut en reparler avec plaisir, sur les garanties que l'on offre à nos clients quant à la data residency de manière incomparable. Et on peut aller encore plus loin avec la mise à disposition de notre cloud dans les périmètres de nos clients. Je ne parle pas de on-prem déguisé, je parle de notre cloud dans les périmètres de nos clients. Et cette multiplicité des modes de consommation, le fait que l'on vit dans un monde qui est hybride, qui est open source, qui est ouvert, JD parlait des commitments qu'il a pris, de ce qu'on a délivré, c'est quelque chose qui est juste fondamental pour nous. Parce que cette notion d'écosystème et de plateforme que l'on veut mettre à disposition de notre communauté, c'est ce qui nous anime tous les jours. Donc, on espère vraiment que vous apprendrez plein de choses, que vous nous challengerez bien. Et voilà, parce qu'on apprend aussi de ça et on a besoin de ces feedbacks-là. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur toutes les équipes, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient avant-vente, qu'elles soient de dev, pour essayer de maintenir du mieux possible ce niveau d'excellence qui fait que Oracle est reconnu pour ce que l'on est, une boîte avec des services et des produits qui sont juste canons, par des gens. Super. Par des gens. Et éclatez-vous cette semaine parce que franchement, on vous a trouvé des speakers de folie. Ce n'est pas un speaker on the side qui va vous apprendre Non, on a carrément trouvé le créateur de Java, on a les créateurs de CI, on a fait venir tout le monde. Et puis en plus, c'est bien parce que Cocorico, il y a pas mal de Frenchies dont je ne soupçonnais pas l'existence à la base. Donc ça va être vraiment super. Éclatez-vous cette semaine et back to you, Patrick. Merci JD. JD m'a un peu piqué mon discours, mais voilà, effectivement, l'essentiel sur les speakers a été vu. Ils seront 30 sur toute la semaine, ça va être juste génial. Pour aujourd'hui, on avait prévu effectivement pour vous un panel. On va s'intéresser aux développeurs, on va s'intéresser à votre métier et à l'évolution de votre métier. Comment se préparer pour l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans.
Et donc, on a organisé donc, ce panel. Et donc, je vais inviter les participants de ce panel-là à activer leur caméra et leur son. Donc, Michel Scamen, qui est EVP chez Insum. Voilà, bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Ensuite, nous aurons Annick Sacco, qui est Country Leader, Oracle en Côte d'Ivoire. Bonjour Annick. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour Annick, et Jedi, alors Jedi s'est déjà présenté, et tout ça va être animé par Seb Coinon, modérateur. À toi Seb. Merci Patrick, ravi d'être avec vous. Puis moi, je suis content parce que en 15 minutes, là, j'ai appris déjà pas mal de choses. Donc voilà, je ne perds pas mon temps non plus. Tu as présenté effectivement nos speakers. Donc ravi d'être avec vous effectivement cet après-midi et puis sur cette semaine des développeurs là, que vous venez d'ouvrir. Et de revoir aussi, à titre perso, moi, les équipes d'Oracle avec qui j'ai plaisir à travailler depuis quelques années. Donc l'IA, j'enfonce une porte ouverte avec vous aujourd'hui, mais voilà, elle est entrée quand même dans le domaine public, si je puis dire, essentiellement avec ChatGPT il y a maintenant 6 mois. Pas un jour, c'est vrai, sans qu'on en parle, ces possibilités infinies, ces menaces, les fantasmes aussi, il faut bien le dire, qu'elle engendre dans le domaine pro et pas seulement. Les développeurs, là que vous êtes parmi peut-être sûrement les premiers concernés sur cette demi-heure. Donc, on va tenter de comprendre, d'anticiper un petit peu aussi les évolutions du métier de dev dans un contexte d'innovation, toujours autour de la data, du machine learning et donc de l'IA. JD, j'espère que tu seras d'accord. Donc, je vais passer la parole à ces dames. On va être un petit peu galant là pour démarrer cet échange. Peut-être Annick, démarrer avec toi. On va se tutoyer si ça vous va tous les trois. Annick, donc quelles sont les compétences requises aujourd'hui quand on évolue dans les métiers de l'IT? Merci Seb. En fait, quand on évolue dans les métiers de l'IT, je dirais qu'il n'y a pas de compétences en tant que telles, parce que les professionnels de l'IT doivent être à la fois des spécialistes dans leur domaine, mais en même temps capables de s'adapter, parce que vous êtes tous conscients que c'est un domaine qui est très dynamique, avec beaucoup d'avancées dans la technologie. Et quand on parle de compétences, en général, on parle des compétences techniques intrinsèques au domaine dans lequel on est, tous les langages de développement, toutes les applications qu'on apprend, mais aussi cette capacité qu'on a à s'adapter. Et je dirais que de façon contemporaine, la seule constante qu'on devrait voir, que ce soit dans l'intelligence artificielle ou plus généralement dans l'IT, c'est la capacité à s'adapter. Parce que les choses changent terriblement vite. Et si on n'intègre pas, si on ne s'adapte pas et si on n'arrive pas à modifier sa façon de travailler en fonction des avancées technologiques, on est pénalisé. Toi, Michel, comment tu vois l'évolution du rôle de dev avec l'adoption croissante de cette IA et du machine learning? Écoutez, c'est sûr que le rôle du développeur va vraiment changer, mais je pense de manière vraiment passionnante. Premièrement, je crois que nous allons voir une demande croissante, ça c'est clair, pour les compétences en IA et en machine learning chez les développeurs. On pourra plus se contenter tout simplement d'écrire du code. Nous créons actuellement des systèmes qui sont capable de traiter des tonnes de données. Il faut maintenant qu'on soit capable de les exploiter pour permettre aux applications de prendre des décisions intelligentes. Ce sont des nouvelles compétences entièrement, je pense. Ensuite, c'est clair qu'on va avoir de plus en plus d'automatisation dans le développement, mais ce que je trouve intéressant, c'est en fait ça va nous libérer d'une certaine façon. On va pouvoir se concentrer sur des problèmes plus complexes, peut-être plus intéressants sur la conception du système. Je parle de problèmes qui nécessitent peut-être une compréhension plus profonde des besoins des utilisateurs, de l'architecture, la logique d'entreprise. Par exemple, on va devoir créer des systèmes qui sont capables de s'adapter rapidement aux besoins de l'entreprise. Ce sont vraiment je pense que ce sont des types de problèmes qui nécessitent en fait une combinaison de compétences techniques, de compréhension des affaires et je pense une certaine créativité.
que je trouve super intéressante. Et de plus en plus, je pense qu'on va devoir apprendre à communiquer et collaborer de plus en plus entre nous, donc que ce soit les développeurs, data scientists, ingénieurs en machine learning, on va tous devoir travailler de plus en plus ensemble, donc tout ce qui est compétences de communication, je pense que on va devoir évoluer dans ce domaine-là. Adaptation, adaptabilité, nouvelles compétences, j'entends donc ton point là-dessus pour démarrer, pour être complet et finir ce tour de table. Toi, JD, par essence, j'ai envie de dire, ton industrie, elle sait se réinventer, les développeurs avec. Ouais, enfin, moi, je veux rappeler à tout le monde que moi, quand j'ai commencé, j'ai eu mon bac il y a 15 ans, je crois, ça y est, je commence à avoir un peu d'expérience. Je me souviens que quand on maîtrisait Dreamweaver et Microsoft FrontPage, on était sûr d'avoir un job on m'avait dit, pour les 20 ans à venir. Donc, c'était Webmaster à l'époque, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y en a toujours, hein, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais enfin, ça a quand même vachement évolué. Je sais que c'est assez facile maintenant de créer un site web. Donc, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que d'ici la fin de la carrière, et à condition que l'État français arrête de changer la date de la retraite, mais on aura tous changé 4 ou 5 fois de métier drastiquement, en fait, pas juste un peu. Moi, je me souviens, par exemple, mon père, j'ai appris l'informatique grâce à mon père. À son époque, il y en a toujours encore un peu aujourd'hui, mais si on savait faire du COBOL, eh ben, on savait manager les mainframes et puis il n'y avait pas de problème. Donc, le changement, non seulement il est constant, et je rejoins ce que Annick et Michel ont dit, mais en fait, il faut juste l'accepter. Moi, je sais que quand j'ai une carrière d'à peu près 40 annuités qui arrive vers moi, 40, 45 ans, je sais que je vais avoir 4 ou 5 métiers. Et donc, il faut se préparer pour les nouveaux métiers qui vont arriver grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est sûr que ça va un peu secouer et qu'il y aura du nouveau. Et voilà. Donc là, tu as l'adaptabilité que Michel a souligné. Michel a entièrement raison. Et si on se passe côté employeur, Annick, est-ce que ça veut dire aussi que quand on parle toujours d'attractivité des talents, ça va rester un sujet majeur et que même on peut imaginer, soyons fous, la l'IA va rebattre un peu les cartes ou pas? En fait, je pense qu'il faut qu'on regarde la situation à froid. L'IA aujourd'hui n'est pas encore stable, mais comme l'a dit Michel, ça apporte beaucoup de changements dans la façon dont on travaille. Donc, d'un point de vue entreprise, je dirais que les entreprises vont chercher, bien entendu, à avoir des compétences qui maîtrisent les technologies et en particulier l'intelligence artificielle, mais elles sont limitées par rapport à l'ensemble des compétences qui sont requises dans l'entreprise. Et si on regarde un peu comment ces technologies émergentes, en particulier l'IA, vont changer la façon de travailler, je pense que l'entreprise devrait aussi regarder plutôt le côté humain, les compétences humaines. Michel l'a dit dans son propos, elle disait qu'il faut qu'on apprenne à travailler beaucoup plus ensemble. C'est vrai, parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec les technologies émergentes, on va arriver à automatiser beaucoup plus de process. Des activités qui étaient très routinières, très répétitives, vont maintenant être gérées par les machines. Et c'est là maintenant que les compétences humaines vont entrer en ligne de compte pour savoir comment est-ce que les employés d'une entreprise pourront tirer parti de ces technologies-là pour faire avancer un peu le business. Donc, quand je dis compétences humaines, je pense à la créativité, à l'esprit d'innovation. Un point certain, c'est la communication et la collaboration entre les différents départements, mais il y a aussi cet esprit critique pour savoir qu'est-ce que on a comme attente par rapport à ces solutions, parce qu'on ne se voile pas la face. L'IA va être alimentée par des données. En fonction de ce qu'on alimente, on va avoir des résultats à la fin. Donc, on ne peut pas penser que ce soit des technologies qui vont opérer de façon magique, en quelque sorte. Donc, il y a aussi cette capacité de raisonnement et de résolution des problèmes qui va rester quand même quelque chose que les entreprises attendront de la part de leurs employés, en plus de savoir utiliser ces nouvelles technologies. Donc maintenant, les employés doivent montrer à l'entreprise comment tirer le meilleur parti de ces technologies émergentes, comment s'efforcer de prospérer sans pour autant mettre l'entreprise en danger, parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec ces technologies-là, mais c'est aussi comment mettre en place les bonnes structures pour que l'entreprise puisse prospérer. Donc, c'est plutôt, à mon sens, ce genre de compétences-là qui vont être Annick, tu as évoqué les biais sans les citer pour autant. Est-ce que
le sujet des femmes et la place de la femme dans la tech ne va pas se reposer aussi, puisque évidemment, toujours pareil, si ceux qui programment se ressemblent, en bout de chaîne, ça va poser quelques problèmes. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est une problématique qu'on rencontre, je dirais, moi en Afrique, parce que je connais bien le continent, mais je pense que ça se retrouve sur d'autres continents, la sous-représentation des femmes dans les domaines de la tech. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on arrive à avoir beaucoup plus de femmes au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des développeurs, si on n'a pas adressé le problème à la base. La base, c'est quoi? C'est l'éducation. On n'a pas beaucoup de jeunes filles qui s'intéressent aux carrières, aux études scientifiques, avant même de parler de carrière. Tout ce qui est STEM, sciences, technologies, études d'ingénieurs, mathématiques, il faut qu'on arrive à les sensibiliser beaucoup plus et à les intéresser à embrasser ces domaines dans leurs études. Mais on ne peut pas le faire simplement leur disant « allez vers les sciences ». Elles manquent beaucoup de role models, comme je dirais. Il faut qu'on ait beaucoup plus de figures féminines qui soient visibles dans le domaine de la technologie pour donner envie à ces jeunes filles-là d'embrasser des études techniques et ensuite, maintenant, de sélectionner des filières de spécialisation comme le développement d'applications et l'intelligence artificielle. Parce que ce que tu as dit, Seb, est très important. Si tout est conçu de façon très masculine, l'IA va avoir des résultats très masculins. On a constaté ça. Les modèles de données qui sont utilisés pour alimenter certaines applications, on donne l'exemple des applications qui sont plus à même de faire des différences entre des visages d'hommes que des visages de femmes, parce que les informations qui sont fournies à l'IA sont beaucoup plus représentatives de la classe masculine. Mais à la fin de la journée, on est 51% de la population mondiale, donc il faut qu'on compte avec nous. Envie de t'avoir avec nous quand même, Annick. On a déjà 3 continents, rien que sur cette table ronde représentés, puisque Michel est au Canada. Toi, donc, avec la Côte d'Ivoire, blague à part, on a coutume de dire, tu sais, que les US innovent, que la Chine copie et que l'Europe réglemente. Quid de l'Afrique, je vais te demander. Je dirais que l'Afrique adopte et utilise parce que aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais bien avant ça, on a parlé d'autres technologies émergentes comme le machine learning, comme les technologies cloud, et on a vu ce que les jeunes Africains pouvaient faire avec ces technologies-là. Et là, je pense que la problématique, c'est surtout comment est-ce que nous, en Afrique, on adopte ces technologies-là pour résoudre des problématiques qui sont propres à notre continent. Et je pense que les années passées, d'un passé récent, ont montré que l'adoption de ces technologies-là se montre vraiment des résultats au service du continent. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est le continent qui a la plus grande population de jeunes. Et ce sont des jeunes qui sont très créatifs, très innovants et qui ont travaillé en adoptant ces nouvelles technologies-là à des applications qui ont été utilisées largement sur le continent, en agriculture, par exemple, pour aider des fermiers à savoir quel était le meilleur moment de planter, de récolter. Dans la santé, en Ouganda, par exemple, où ils font des analyses sur le sang avec des applications augmentées par l'IA pour déceler de façon très rapide la malaria dans le sang des patients, parce que c'est une maladie qui peut être mortelle et donc on arrive avec ces applications augmentées par l'IA à aller de façon plus efficace pour faire des diagnostics. Je citerai, on parle souvent des fintech, mais n'oublions pas que la plus grosse entreprise tech qui a été acquise récemment, c'est une application tunisienne qui avait un focus sur l'IA et qui a été rachetée à près de 682 millions, Instadeep, par les laboratoires BioNTech. Donc, ça montre qu'il y a vraiment cette adoption sur le continent et cette créativité, cette innovation-là qui, au bout d'un certain moment, s'exporte parce que l'intérêt est réel. Michel, parmi les nombreux défis à relever là, avec l'IA dans les prochains mois, les prochaines années, on sait qu'il y a l'éthique. Comment, selon toi, les développeurs vont relever cette tâche et comment ils peuvent surmonter justement ce type de défi? En tout cas, l'éthique, c'est sûrement un des principaux.
Oui, c'en est un. Il y en a plusieurs. Je pourrais parler, Annie en a parlé tout à l'heure, la qualité des données qui est facilement biaisée selon qui est en train de travailler sur l'algorithme. Donc, toutes les données, trouver des données non biaisées, tout ça en amont de même pouvoir entraîner les modèles, c'est un des gros défis. Bon, on a déjà parlé du manque de compétences spécifiques en IA, en machine learning. C'est un domaine spécifique qui nécessite des compétences et possiblement des formations particulières. Trouver des développeurs qui ont ces compétences, ça peut être parfois compliqué. Bien sûr, celles comme tu le dis, les questions éthiques et juridiques, la confidentialité des données, l'équité algorithmique, la responsabilité en cas d'erreur. Qui est responsable quand un programme fait une erreur? Est-ce que c'est le développeur? Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est l'utilisateur? Donc ça fait partie des défis. Aussi tout ce qui a trait à la sécurité, la confidentialité des données, ces systèmes sont susceptibles aux attaques, donc il faut faire vraiment attention. Ce sont des gros défis. Alors voilà, oui, il y a de nombreux défis. L'éthique, on pourra en parler longuement. Je pense que c'est un des défis principaux, mais je suis confiante quand même que si on prête attention et si on travaille tous ensemble, l'intégration de l'IA et de la machine learning dans le développement logiciel a vraiment un énorme potentiel pour améliorer nos applications et créer des nouvelles opportunités. Moi, je vais vous entendre aussi tous les trois sur un des autres fantasmes qu'on évoque régulièrement, c'est cette automatisation à grande échelle qui ferait qu'on perdrait tous ou presque un jour notre travail, sauf si effectivement on change tous les 2-3 ans et qu'on va plus vite. Et ça paraît compliqué, en tout cas pour une bonne partie d'entre nous. Juste, Michel, là-dessus, sur le développement, j'ai envie de dire, des logiciels, selon toi, quelles seraient les tâches spécifiques pour lesquelles l'IA ou le machine learning seraient les mieux et seront les mieux adaptés demain pour automatiser ce processus? Bon, écoutez, il y en a plusieurs, mais tout ce qui concerne les tests de logiciels, on sait comment ça peut être super fastidieux de passer au travers des milliers de lignes de code. Avec l'IA et la machine learning, c'est éventuellement quelque chose qui pourra être complètement remplacé. Toute cette partie, le processus d'identification et même de correction de bugs, je pense, va être éventuellement vraiment remplacé. Tout ce qui est ensuite la maintenance du code, trouver du code obsolète, des parties de code qui sont plus ou moins performantes. Je pense que ça, c'est un élément visiblement qui va être automatisé par l'IA et la machine learning. Moi-même, j'ai déjà utilisé ChatGPT pour décrire un problème, un besoin, et il a été capable quand même assez bien de me sortir le code nécessaire. Donc, même du développement de base va être possiblement remplacé par l'IA et machine learning. Je pense que ce sont les principaux domaines ou tâches qui vont être automatisées. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, certaines tâches vont être automatisées, mais ça ouvre vraiment une porte à des tâches peut-être plus intéressantes qui permettent la créativité, l'analyse de données, travailler avec les utilisateurs pour bien comprendre les besoins. Donc ça, oui, il y a certaines choses qui vont possiblement disparaître, mais il y en a d'autres qui vont être rajoutées. Un côté schumpeterien, alors une destruction créatrice, on a envie d'y croire, on a envie de signer. Donc doit-on s'inquiéter de l'IA et surtout de l'accélération qui va avec? JD, là, je me tourne vers toi, virtuellement, sur Zoom. La tech, selon toi, on est chez une big tech, hein, c'est Oracle qui organise cette semaine des développeurs, mais voilà, on pourrait en parler d'autres, ou des techs moins grandes. Est-ce que le secteur en général va en profiter, et ceux qui font de la tech, mais qui sont dans d'autres industries, pour supprimer massivement
des emplois. Certains ont commencé à faire les annonces là-dessus. Est-ce que selon toi, c'est de la com, c'est pour faire plaisir à Wall Street, mais ça n'a pas tellement de sens? Ouais, alors j'aimerais bien je vais répondre, mais de deux façons différentes. Premièrement, je veux qu'on fasse une différence entre le court terme et le long terme. Long terme, si on veut savoir ce qui se passe, je vous invite à regarder Terminator, hein, c'est pas mal comme film. Non, la raison pourquoi je veux préciser entre court terme et long terme, c'est que faut se poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle surpasse l'intelligence humaine, oui ou non? Pour le moment, la réponse est non. Et donc, tant que la réponse est non, en fait, c'est un outil de productivité. C'est-à-dire qu'avec cet outil de productivité, je peux faire plus loin, plus fort, plus vite. À chaque fois que l'humain a eu une révolution industrielle et a découvert quelque chose de nouveau, on n'a pas juste supprimé, on n'a pas fait supprimer massivement d'emplois, quoique certains économistes peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais globalement, on est juste allé beaucoup plus loin. Je veux rappeler quelque chose, alors je ne devrais pas dire ça parce que je suis en train de vendre ma crèmerie, hein, le cloud, etc. Mais moi, je me souviens, quand j'étais en études informatiques, je voulais devenir administrateur réseau. Et on m'avait dit, tu verras, le cloud va venir et puis tu n'auras plus d'emploi. Hein, c'est donc pareil, hein, c'était un outil de productivité qui allait arriver dans ma vie et on m'a dit, tu ne trouveras plus rien, tu ferais mieux d'apprendre le dev parce qu'il n'y aura plus de place pour toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'administrateurs système et de réseau et de DevOps, hein, comme on dit maintenant, depuis maintenant. Je veux dire, avant, on en avait besoin, maintenant, on en a besoin, mais x10 ou x100. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que oui, le cloud, on ne vous vend pas du vent, hein, on fait vraiment des choses pour vous, mais au lieu de vous focaliser sur le rack, le mettre en haut de celui-là et le câbler comme ça, on va passer du temps en se disant comment je vais pouvoir supporter une plus grosse scale. Les problématiques des startups d'aujourd'hui sont beaucoup plus complexes en termes de workload, throughput, tout ce que vous voulez, scale en général, d'availability et compagnie, qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Donc, tant que l'IA reste un outil de productivité, moi, je ne me fais pas trop de soucis. Non, je n'y crois pas à la suppression massive d'emplois à court ou moyen terme dans la tech. Et puis, je veux rappeler un truc, parce qu'il y a un truc que je voudrais souligner, c'est qu'il y a pas mal de gens qui me disent « J'ai parlé avec une IA et elle a pu coder. Mon Dieu, on va tous être remplacés. » Alors, déjà, je vais vous préciser un truc, c'est que ça fait quand même 15 ans qu'on a des plateformes low-code où on n'a pas besoin de coder et on n'a pas supprimé des développeurs pour autant. Donc, la capacité à un système de pouvoir coder pour vous, ça existe. Hein, on n'avait pas entendu l'intelligence artificielle pour ça. Et donc, il y en a pas mal qui me disent « Oui, mais regarde, je peux lui parler en français ou en anglais. » Bon, en français, ça marche aussi. Et lui expliquer ce que je veux et puis le système va construire mon logiciel. Alors, j'ai essayé pour m'amuser un petit peu. Allez-y, juste pour rire, vous, développeurs, allez parler à une intelligence artificielle et décrivez un algorithme business, un workload business, un workflow business en français. Allez-y. Et vous allez vite comprendre, moi je l'ai fait, hein, le premier paragraphe est sympa, puis après vous allez dire « Ah non, mais attends. Dans ce cas précis, c'est ça que je veux, dans ce cas précis, c'est ça que je veux. » Puis au fur et à mesure, vous vous retrouvez avec des if, des else, des switch, des statements, des fonctions, puis au bout d'un moment, vous dites « Ah oui, donc en fait, le langage naturel humain n'est peut-être pas la meilleure façon d'exprimer ce que moi j'appelle une spécification, tout simplement, parce que pour moi, on dit toujours un code is law, la loi est le code. La loi, c'est en fait la spécification humaine à un ordinateur pour qu'elle puisse l'exécuter. Et si c'est pour qu'on ne code plus, mais qu'on ait des gens qui vont essayer d'expliquer en français ou en anglais tous les aspects d'un système, bon, ça revient au même. On est des développeurs, c'est juste qu'on a augmenté, on a changé le langage, mais c'est tout. Donc non, à court terme, moyen terme, je ne m'inquiète pas trop. Et puis à long terme, comme je t'ai dit, il y a Terminator 1, 2, 3 qui sont pas mal. Voilà. On verra. À long terme, on verra. Annick, comment dépasser effectivement l'appréhension là, quand on parle d'IA? Bon, déjà, il faut, comme a dit JD, l'IA, c'est pas une fin en soi. L'IA est encore en pleine transformation, c'est en plein mouvement. Et justement, il faut voir l'IA comme plutôt quelque chose qui va augmenter, accélérer le travail du développeur plutôt que de voir une menace qui va venir remplacer tous les développeurs parce que, comme on disait, il y a aussi ces compétences humaines qu'à la fin de la journée, cette technologie n'aura jamais. Donc, je suis quand même un peu comme JD, moins inquiète du fait qu'avec l'intelligence artificielle, on n'aura plus besoin des humains. Je me dis qu'il faut justement qu'on apprenne à intégrer ces technologies-là pour en faire le meilleur. Et si on voit le verre carrément à moitié plein, ou on va dire carrément plein, quels sont les bénéfices selon toi? Qu'est-ce qu'on va en gagner là?
Moi, je dirais que justement, les bénéfices vont résider au niveau de l'accélération, en fait, de l'innovation, parce que ceci va permettre d'arriver à des résultats au niveau du développement d'applications qu'on n'avait pas imaginé. Déjà, ça va raccourcir drastiquement les temps de développement. Au niveau de la conception, on va arriver à générer le code pour pouvoir utiliser les applications beaucoup plus rapidement, mais aussi ça va permettre d'intégrer beaucoup d'autres choses parce qu'il y a plein d'applications qui sont disponibles en open source ou autre et qui pourront être réutilisées aux fins de pouvoir trouver des solutions à des problèmes qui sont posés aux développeurs aujourd'hui. Je dirais que le verre est à moitié plein parce qu'il y a quand même encore un déficit en compétences, Michel l'a souligné. Il faut avoir des gens qui soient formés, bien formés pour pouvoir tirer parti de ces technologies-là. On voit de plus en plus en Afrique des pays qui mettent en place des modules intelligence artificielle dans les trainings, dans les universités, etc. Mais ça va très, très vite. Donc, il faudra qu'on s'arme de patience et qu'on soit vraiment très résolu dans l'adoption de ces technologies. Et à côté de ça, au plan de vue national, régional ou même continental, toutes les problématiques de l'éthique et de la protection des données. Donc, il y a encore ces compartiments-là bien adressés pour vraiment tirer parti de ces nouvelles technologies. On peut finir cet échange aussi là-dessus. Même question pour toi, Michel. Quels seront les principaux, qu'on n'a pas tous découverts par définition, mais les principaux atouts de l'IA demain? On a acheté ChatGPT, mais évidemment, c'est une des applications. Il y en aura plein d'autres. Et sur lesquelles on peut tabler selon toi? Oui, ben, écoute, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Annick. Je pense que c'est surtout en ce moment d'énormes gains en productivité. Je pense que j'ai pas de souci. Je suis d'accord avec JD et Annick. Ça va pas remplacer les développeurs, au contraire, mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, je pense que ça va vraiment permettre de peut-être focuser plus sur des problématiques plus intéressantes, plus créatives. Mais je pense que c'est vraiment pour le moment question d'énormes gains en productivité. On le voit déjà, j'ai dit parle de moyen et long terme, mais je pense que déjà dans le très, très, très court terme, les gains en productivité sont là. Je pense que c'est pour le moment, d'après moi, les plus gros bénéfices. JD, en conclusion, est-ce que tu as une reco, un tips là, pour les devs qui nous écoutent et pour lancer cette semaine qu'il aurait consacrée, qu'il aurait dédiée? Je pense que je vais juste paraphraser. Je crois que c'était Annie qui avait expliqué ça. C'est rester agile, en fait, hein, rester alerte, continuer à apprendre tout le temps. En fait, je me fais pas trop de soucis pour les personnes qui sont là aujourd'hui parce qu'elles sont venues pourquoi? Pour apprendre des nouvelles technologies, des nouveaux usages. Bon, breaking news, ce genre de choses, faut continuer de le faire, toujours plus vite, toujours plus fort. Il va falloir Et à toujours nous apprendre écouter, plus de ça va choses. être un long fleuve tranquille, là. C'est pas parler sur vos devoirs. Non, mais ce qui est important de comprendre, c'est que oui, moi je suis persuadé que même à court terme, il y a quand même pas mal d'emplois qui vont changer. Donc oui, ils ne vont pas être éliminés, mais changer. Je vous donne un exemple, Scrum Master, il y a des emplois de Scrum Master où aujourd'hui le but c'est d'animer une équipe de développeurs et de synthétiser les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes de la semaine, etc. Bon, ça, une intelligence artificielle le fait aujourd'hui. Là, j'installe une intelligence artificielle, je fais écouter les meetings, j'ai une synthèse et je dispatche les tâches. Demain, ça s'est remplacé. Bon, voilà, restez alerte, continuez d'apprendre et puis ça se passera bien. Donc, je rejoins ce que Annick et Michel ont dit, totalement d'accord avec vous deux. Mais ça va secouer un peu quand même. J'ai dit, tu as coupé ton micro. Oui, ça va. Enfin, ça va être marrant. Faut le voir. On va pas s'ennuyer. C'est ça que tu me dis, on va pas s'ennuyer. Bon, très bien. Merci à tous les trois, merci mille fois. Patrick, je te repasse la main pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous tous, à Annick, à Michel, à JD et toi, Seb, pour l'animation du panel. Donc, on va rester alerte et on va continuer à apprendre des choses sympas. C'est ça aussi qui fait la magie de nos métiers dans l'IT. On va enchaîner. En fait, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir en fait la proposition technologique en fait pour vous les développeurs, la proposition technologique d'Oracle Corp. Et Vijay Kumar, qui est le vice-président du Product Marketing Developer chez Oracle, nous a proposé d'intervenir
Donc, c'est une session en anglais, certes, mais voilà, on est au cœur de l'information. C'est vraiment ce que Oracle a proposé à vous, développeurs. Donc, quand Vijay nous a proposé, on lui a déroulé le tapis rouge. Vijay, I will switch in English for you. You know, it's an event, it's a full week in French, but okay, we are so happy to have you for our developer week. And okay, the floor is yours. Thank you. I wish I could do this in French, but y'all are in my favorite place, so that's heartening for me. My name is Vijay Kumar. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm a vice president of product marketing at Oracle. I lead application development marketing for OCI and other Oracle technologies. Let me go ahead and share my screen, and we can go ahead and get started. Great. First of all, I want to thank the organizers here, and thank you all for giving me this opportunity. I'm really honored to be speaking here about this great topic, which is very important now, obviously, with everything that's going on around the world. So a little bit about application development. We are at the intersection of yet another massive platform shift with artificial intelligence. I heard a lot of speakers in the panel talk about AI and ML. We know how important this is. Just to give you a small example, over on Friday, OpenAI released an iPhone app for ChatGPT, which is a powerful technology. Now imagine it enables a simple user experience for anybody to access this powerful technology through this application. That's how important application development is. Application development has the power to bring amazing experiences, amazing user experiences, and drive innovation like no other. It can democratize any powerful technology and give it in your hands in a small device or any device of your choice. That's how powerful it is. So with that, I want to get started. Talk about the application development platform here that we have. I'm going to give you a brief overview of our approach to empower developers to build applications that they need for their businesses with benefits such as simplicity and cost savings on a secure platform. That's the beauty of our platform. Over the next couple of days, you'll hear a lot more about the technologies in great depth. You'll hear about cloud native technologies at depth. You'll hear about Java. You'll hear about databases, the MySQL databases that are favored among our developers, and database technologies, the Oracle database that is powering like things like 23C, which is a free developer release, and things like that you can use to bring your applications and to build amazing experiences. Now, taking a step back, like when I talk to customers, what we hear constantly is like, great, all of these technologies are amazing, but what do they need from an application development platform perspective? Is they want agility and speed to deliver newer and better experiences, especially with technology, emerging technologies like AI and an intersection of AI with cloud native services and all of these development technologies. They want to enable new and better experiences. They want to use familiar languages, tools, and practices because they don't want to go learn new things. They don't want their teams to skill up to use a new technology. As much as possible, they want to reuse it so they can build on whatever experiences that they have. And finally, they want to reduce costs and increase efficiencies. They want to build on an application that a platform that they have already invested in, the talent that they already have. And these are the things that they're looking for, these customers. And what is our approach? How do we power these things? We have three fundamental pillars, and I'll talk about each one of these in a little bit. The first one is flexible infrastructure that meets customer scale and performance needs, so that the developers can use the infrastructure to build to whatever scale that they want, scale up, scale down, to have all kinds of performance and that sort of stuff, right? And then an innovative development platform is the second pillar, an open platform that allows you to focus on building the apps, developing the applications, and not worrying about how do I deploy them, how do I scale them, how do I maintain them, and things like that.
And then finally, most important, built-in AI. How can you, AI, ML is in the news a lot. There's a lot of talk about ChatGPT and other technologies and things like that. But what is it that you can use, you can bring to bear to build applications for businesses? How can you take advantage of data and build predictions and things of that nature? That's about built-in AI. First, let me talk a little bit about flexible infrastructure. So when I talk about infrastructure in this context, I'm talking about the compute resources that you need. So you don't have to go build, your own infrastructure and things like that. You can access compute at scale. You can have network, you have storage, you have databases, the high performance databases, or databases that are easy to use. And then cloud native technologies like containers, the modern infrastructure that you need to build on. So flexible infrastructure, just a little bit about this. I think we're very differentiated in this space. We have the concept, we have reimagined the infrastructure. We have a flex infrastructure concept where you have, we allow customers to precisely fit their resources with granular vertical elasticity. They can move up, move down, avoid over provisioning, and seamlessly move to and off the cloud. And then we also have off-box virtualization that allows customers to isolate their resources, operate securely and efficiently. And we have high-performing networks, so that customers, they can rely on a network that is optimized for reliability. This includes non-blocking networks, L2 virtualization, low latency RDMA clusters, and things like that. And finally, there's built-in security at no additional cost. That is, we've used our enterprise experience for the last few decades to kind of build a very secure platform that our enterprise customers can use. So when you, as developers, take advantage of this infrastructure, know that you're building with reliability, scalability, and security that you need. And you can build all of these different diverse types of applications that are listed on the right-hand side. Now, this infrastructure, we make it available in several form factors. You can, of course, access it at scale in the public cloud, or you can use, or for customers that have a need for a dedicated cloud, they have some certain regulations they need to meet and things like that. We have dedicated regions. We have isolated regions where customers need sovereignty, data sovereignty. I heard a lot in the panel about sovereignty and other things. Those are the things that you need. You have, we enable things that are hybrid in nature. You can implement cloud at the customer's premises in a smaller form factor, but still access the services that we have that is available in the public cloud. And then, of course, we also play with multi-cloud. We understand that the customers choose different clouds for different reasons, whether it's applications or whether they want diversity of investments in cloud infrastructure and things like that. We let the customer speak and we give them the best technologies available in a multi-cloud format. And just a little bit about the cloud native infrastructure. Here, this is the modern infrastructure that is important for you developers to build your applications and deploy them at scale and have agility and things of that nature. So we give you full control that you need. You can start with bare metal, virtual machine, full control, or you can gain more agility with serverless sort of function, so you can focus on the application. That's we believe in giving our customers full flexibility, our developers full flexibility to choose what infrastructure construct that they want, so that they can have either control that they want or more agility that they want. Next, a little bit about the innovative development platform that enables you to focus on developing apps. The fundamental concepts that we have here are that we want to offer the best-in-class innovations in language. Whatever languages that developers already use, we want to enable them. We want to be open and flexible so that you can bring your skills and build your application here, and the applications are completely portable, so you can move off or you can use it in your own way. So we want full freedom and flexibility for you. And we want to use familiar tools and practices for your application development, so you don't have to learn new skills. And finally, ability to connect to any application data and service quickly. We all know how complex customers' environments are.
A little bit about the open technologies. I won't go into too much, but just to give you one data point here, Oracle contributes about 80% to Java OpenJDK. Java is still one of the most popular languages and continues to be one of the most popular languages that the developers use today to build their applications. We contribute over 80% and to Java OpenJDK. So that's how much we care about the open languages in the open language ecosystem. We're continuously enhancing the language to improve developer productivity, performance, and support all kinds of microservices deployments and things like that to support your needs. We also have low-code development. I heard JD talk about a little bit about low-code. Look, we want these technologies to be democratized. We don't want, you don't have to be a full stack developer to build an application. You can be a business developer who thinks, hey, I want to build something really quickly without having to go through the motions of learning a brand new language to build it. Can use low-code application with minimal coding to build beautiful web and mobile experiences using the data at the back end. Now you can also enable these things with AI services. Now that you have, now you have an intelligent application to build, right? We have such technologies for you to build. Finally, and most importantly, built-in AI. The way we think about AI, we've thought about AI is how do we give you pragmatic and flexible AI stack so that enables you to infuse intelligence into your applications quickly and easily. Whether you're building a brand new application, you can build a brand new intelligent application with AI and ML capabilities, or you can take an existing application. How do you extend it in order to take advantage of AI? And we enable AI at every level of the platform. Let me start at the top. Developers. If you're building new applications, if you're building, taking existing applications and tweaking it, extending it, you're taking a monolithic application, breaking it into microservices and taking some modules and rebuilding it. You can use now AI components directly. You can use digital assistant, speech, language, vision, document, anomaly detection, etc., to quickly enable that application with intelligence. Data scientists, you can use pre-built models that we have, ML models that we have, and build on it to actually have ML models that you can build on our platform with the data sitting right there, right next to it, in either in an Oracle database or a MySQL database or any other open source database for that matter. And data and database are built in with AI and ML model. MySQL HeatWave, for example, on OCI, or it's also available on other clouds. You have built-in ML capabilities built into it. And finally, the infrastructure. We feel extremely good about having the best scalable infrastructure, high performance infrastructure for you to bring your sophisticated AI applications, even large language models that you can bring and run on OCI like better than any other cloud out there. I'll give you an example. You can actually scale your large language model with superclusters. It can scale up to 32,000 NVIDIA A100 GPUs on our cloud, on OCI. You can't do it on Azure or AWS to this scale. That's how big this is. And we have customers deploying actually large language models, domain-specific LLMs, Adept, for example, or Mosaic ML, another partner that's building LLMs that can actually bring in run it on OCI. Here's a little bit about NVIDIA partnership. We have a close partnership with NVIDIA. We have, like I mentioned, we can scale up to 32,000 NVIDIA A100 GPUs. You can also learn NVIDIA's own large language model on our cloud, in addition to others. Finally, we have a complete cloud. The Oracle Cloud Infrastructure is a complete cloud. As you can see, we have the infrastructure that you need, the database layer that you need, the machine learning services and AI services that you need, and application development services that are comprehensive. You can use Java, Graal, and all of these open source technologies,
or any other languages that you feel that you're familiar with, like newer Python or newer languages like Rust, Go, whatever that you want to build, bring it and build it on OCI. And we allow you to do that. And then we allow you to integrate with any of your existing applications. You know, enterprises have thousands of existing applications that you can't just get rid of. They're performing really good mission critical applications out there. You want to be able to integrate with them. And we have best in class integration services for you to use. And of course, observability and management and security and governance functionalities that you can use to actually have, build a system that is reliable, monitorable, and secure. Finally, I want to close with the slide. I talked about 3 foundational pillars: flexible infrastructure, very differentiated, innovative application data platform that is open for you to bring and run any language, any application that you want to run, and built-in AI that can integrate at any layer so you can build intelligent applications to bring amazing experiences to your customers. With that, I'm going to close. I have a few developer resources listed here. We have documentation, trainings and certifications, architecture centers for you to look at reference architectures and things of that nature. And we also run a lot of events. I have wonderful colleagues here that run events all around the world. And we have, so you can access and learn about our technologies and come build on OCI, on Oracle Cloud Infrastructure. With that, I'll stop. Thank you very much for your time. And I'll hand it off to Patrick. Thank you, Vijay. Appreciate it. Perfect transition for our next speakers. Je vous propose effectivement maintenant de rentrer dans le programme de cette semaine des développeurs en français. Donc plonger un peu dans la journée de demain, celle de mercredi et de jeudi. Et pour ça, donc je vais faire appel à Philippe Bogic, qui est Cloud Solution Engineering Director chez Oracle France, et Nicolas Torel, qui est Solution Engineering Director chez Oracle France. On commence avec toi, Philippe. Parfait. Bonjour à tous. Merci. Donc, je suis Philippe Bogic. Je suis en charge, en effet, des architectes cloud pour Oracle France. Avant de démarrer sur le programme, je voulais juste un peu compléter ce que je viens d'entendre jusqu'à maintenant. En effet, le sujet de développement dans OCI, moi, je vois des fondamentaux en fait, qui sont importants, qui ont été mentionnés en fait, jusqu'à maintenant, mais revenir sur quelques-uns. On est parti en fait, de constats, quand Julie reparlait d'OCI qui a 7 ans, on est reparti en fait, de constats et de besoins qu'avaient nos développeurs pour justement construire une application moderne, performante et rapidement opérationnelle. Le premier, évidemment, c'était la partie infrastructure. J'ai entendu le terme flexible, en effet, c'est important. Mais ce qui est également important en termes d'infrastructure, c'est que l'ensemble de nos services sont disponibles, quelles que soient les régions. Christophe mentionnait 41 régions et 2 en France, une à Paris, une à Marseille. Et ce qui est important, c'est qu'un développeur, quand on développe une application, on a besoin parfois de la porter, de la déplacer. Et on va retrouver dans OCI, justement, les mêmes types de services, quelle que soit la région, et surtout au même prix. En termes de coût, de développement, c'était un élément qui est fort et que moi, je revois auprès de mes clients dans le cadre de développement en termes de portabilité. Le second également, Vijay en parlait, il parlait en effet d'innovative platform development. Moi, je parlais également d'agnosticité, en fait, d'avoir ce besoin de services et d'applications agnostiques, quelle que soit la plateforme. Et pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans OCI? On a écouté nos clients encore une fois. On est parti de beaucoup de projets open source. On en a cité sur la partie cloud native à travers notamment la partie containerisation Kubernetes, évidemment certifié CNCF. Mais quand on parle d'applications événementielles qui traitent de l'événementiel, notre bus de streaming, c'est du Kafka. On est vraiment parti sur des projets très open source. La partie serverless que mentionnait Vijay jusqu'à maintenant, c'est du FN Project. Donc, nos clients, en fait, ils portent des applications qu'ils ont construites parfois on-premise sur des stacks justement qui sont très open source, vont retrouver les mêmes types de services dans OCI sous une offre plutôt justement managée. Et c'est quelque chose qui est important, c'est d'avoir justement cette plateforme as a service qui permet à nos communautés de développeurs de non plus se soucier de l'infrastructure, mais de venir développer sur des stacks qui sont immédiatement disponibles et opérationnels, sans se soucier de comment provisionner l'infrastructure, comment monter le cluster Kubernetes, comment l'exploiter, comment le scaler. Tout ça, on le fait directement et de manière très automatisée. Donc, c'est quelque chose qui est fort. Et puis également, un constat qui est important chez nos clients, c'est comment venir intégrer la donnée.
parce qu'évidemment, l'application ne fonctionne pas seule. On a besoin de venir intégrer une donnée qui vient soit de l'on-premise, d'une application ou d'un lieu de stockage encore resté on-premise, soit de différents types de cloud providers. Et pour ça, on a un système très ouvert avec des outils en fait, qui vont venir répliquer nativement de la base ou directement à travers des process applicatifs. Donc, on a vraiment cet écosystème qu'on a pris en considération dans le cadre de développement applicatif pour venir identifier les adhérences applicatives et s'assurer que justement l'application fonctionnera. Et puis, le dernier constat, et Vijay en a parlé quand même beaucoup, c'est la partie également IA. Il a mentionné en effet les services qu'on a à travers la reconnaissance d'images, à travers le texte, à travers le language. En fait, ce qu'on a intégré simplement et facilement, c'est toute la stack NVIDIA, donc le DGX Cloud de NVIDIA directement dans OCI. Et ça permet en effet d'aller tirer parti de tout ça et faire en sorte de développer une application directement à travers des services qui sont disponibles dans le développement et non plus à réinstaller complètement une stack, même si on peut le faire, on le verra à travers ce que présentera Nicolas par la suite. Le machine learning dans la base et l'IA dans la base est quelque chose qui est évidemment immédiatement disponible. Donc, grâce à tout ça, en fait, on travaille sur deux gros sujets chez Oracle en France, la migration d'applications et sa modernisation pour venir redévelopper du contenu à côté. Et puis, c'était ce développement cloud natif pour ces nouveaux cas d'usage à travers également, comme on le mentionnait, des plateformes de low-code. Donc, la partie Application Express directement ou la partie Visual Cloud Service Builder directement au travers du Pass Oracle. Tout ça, en fait, on va vous l'illustrer au niveau du programme. Donc, si on passe sur le programme de la première journée, on va en fait démarrer dès demain à travers 8 sessions qu'on a, on est vraiment fiers de vous les proposer, allant simplement sur la création en fait, d'une application cloud native, vous démontrer à quel point c'est facile de créer une interface PHP, un backend Java, une base Autonomous, c'est un framework Spring Boot ou Micronaut. Tout ça, on va vous le montrer donc, dès demain. On va également parler aussi beaucoup d'infrastructures et de comment optimiser une architecture Kubernetes. C'est un sujet qui est important sur comment scaler et comment faire en sorte d'avoir tous les services disponibles directement. On aura également le privilège, et Patrick le mentionnait, d'accueillir NVIDIA sur des sessions. Donc, on aura Dora qui abordera le concept important de la scalabilité justement du modèle d'IA afin d'optimiser et maximiser l'emploi de l'infrastructure sous-jacente. Donc, c'est une session qui va être hyper intéressante. Et puis, on en a parlé également l'après-midi, demain, on va le consacrer évidemment sur ChatGPT, c'est un vrai sujet. Donc, c'est comment l'intégrer directement sur une application low-code. On verra ça directement avec Insoom, notre partenaire, sur lequel on a monté une présentation qui est vraiment sympa. Je vous encourage à aller la voir. Et puis, sur la fin de l'après-midi, on va aborder également des architectures cloud natives de référence avec OCI Function sur comment automatiser, comment provisionner, comment monitorer une stack dans OCI. Et on viendra avec un collègue de GD qui s'appelle Benjamin sur justement les architectures orientées event avec la description des services comme OCIQ qui mentionnait la partie API Gateway ou la partie email delivery. Fin de cette première journée de demain, on aborde également un sujet qui est important, c'est comment tirer parti de la donnée qu'on a en fait dans le cloud à travers des outils justement de visualisation et qui permettent justement de tirer parti des données qu'on a en fait et de l'application qu'on développe dans le cloud. Sur la seconde journée, si on bascule sur le programme de la seconde journée, bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de Java, ce n'était pas une surprise, c'est une évidence, on l'a mentionné, c'est une technologie qui est extrêmement déployée dans l'entreprise et dans le cloud. Donc, on va avoir en fait deux types de sessions, des sessions vraiment sur le core justement Java. Donc là, on aura José Pomar qui va intervenir sur justement le JDK 21, donc le long time support qui est la version qui va retenir votre attention et qui doit être bien utilisée justement pour ces nouveaux développements. Donc, à travers les projets Ember et justement Loom, qu'on verra avec José. Et puis, en fin de journée, dernière session, également, on aura la chance d'avoir un VP qui s'appelle Bernard, qui viendra justement parler du développement et de l'évolution du développement. Donc, il est basé aux US, mais il parle français. Donc, c'est super d'avoir justement un Français sur ce type d'événement-là. Et il reviendra sur les nouveautés du langage Java, justement, avec notamment la partie Garbage Collector. Donc, voilà, on a ces deux grosses sessions début et démarrage vraiment sur le corps Java. Et puis, entre tout ça, on a justement des sessions qui gravitent autour de l'écosystème de Java, notamment avec une session autour de GraalVM. On sait très bien que le démarrage de la JVM, c'est un souci, c'est un point noir. GraalVM est la solution
qui s'impose, justement un remède pour accélérer rapidement le démarrage à travers une compilation qui est native. Donc, on aura justement Elvadas Nono qui nous parlera de ce sujet-là, qui présentera GraalVM, les fonctionnalités, reviendra en détail de ce que c'est GraalVM. Et puis également Cédric Champeau, qui vers 16h justement, voilà, va justement écrire un microservice en Java natif à travers un framework Micronauts et du GraalVM. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de montrer que c'est un framework qui est moderne et de montrer qu'il s'intègre parfaitement à GraalVM pour compiler les applications en binaire natif. Donc, voilà, c'est vraiment expliquer comment on accélère le développement et comment on tire parti de ce qui est natif dans OCI et de ce qu'on peut venir consommer pour développer tout type d'application qu'on aura au niveau de nos développeurs. Donc voilà un peu pour les 2 journées. Une première journée qui est très cloud native, une seconde journée qui est plutôt orientée autour de Java, donc mardi et mercredi. Et là, je vais laisser la parole à Nicolas qui va faire une transition sur la dernière des journées autour de la partie base de données, intervenir notamment sur la partie lab qu'on met à disposition de nos développeurs. Je te passe la main, Nicolas. Oui, merci, merci Philippe. Donc pour la journée de jeudi, la 3e journée, gros focus évidemment sur la partie data, database Oracle, mais bien évidemment pas uniquement. Il se trouve qu'on a une forte actualité sur la base de données Oracle avec la sortie imminente de la version 23C. Il faut savoir que le nom de code de cette version est AppSimple. Bon, vous l'aurez compris, donc simplifier la vie des développeurs a été au cœur de la stratégie des équipes qui ont réalisé le développement. Et donc, les sessions viendront beaucoup sur les premiers éléments qu'on peut partager sur le sujet. Et pour ce faire, dans la matinée, Loïc Lefebvre, qui est Product Manager Database chez Oracle, présentera donc les grandes directions et les grandes nouveautés de cette version. Important de savoir que cette version est la prochaine long-term release pour Oracle. Une long-term release chez Oracle, ça veut dire un engagement d'au moins 5 ans sur le support et 3 ans d'extended de support. Donc, on peut déjà dire que ce sera la prochaine version, on va dire, industrielle pour nos clients. Et puis, cette version, elle embarque en fait la somme des nouveautés, des innovations qui avaient été amenées en 23C, en 21 plutôt, et ce qui est à la 23C. Mais je vais revenir juste après sur les grands thèmes sur ce point-là. Ensuite, Loïc reviendra dans l'après-midi pour présenter comment, avec l'API MongoDB, en fait, on peut aider les développeurs à gagner sur les 2 tableaux. D'un côté, garder les compétences qu'ils ont et l'outillage, tout ce qui a été déjà réalisé dans cet écosystème, et y adjoindre la performance, la robustesse du langage SQL pour industrialiser des applications autour de Mongo. Alors, on a aussi, bien évidemment, une session sur la partie microservices. Les architectures DevOps sont évidemment au cœur, les architectures microservices sont au cœur des développeurs. Olivier Duprat, qui est un expert IMIA, présentera Oracle REST Data Service, qui est en fait le service qui permet finalement d'APIfier vos données et de les consommer sous forme d'API dans des applications microservices. Et bien évidemment, pour Oracle, la 23C, vous le verrez, amène beaucoup d'innovations sur le sujet. La capacité à s'intégrer dans une architecture Docker sera démontrée par Olivier Simbaluria, qui est donc un architecte de l'équipe. 3 grands points importants, sans dévoiler ce qu'il va vous démontrer sous forme de workshop: légèreté, orchestration avec l'opérateur Kubernetes Oracle et simplicité. Voilà, pour les grands thèmes. Bon, évidemment, dans l'écosystème Oracle, MySQL pour les développeurs est très important. Donc, on a la chance d'avoir Olivier Dassini, qui est un des experts MySQL dans l'équipe, qui présentera une session très axée sur sécurité, productivité pour les développeurs dans un environnement MySQL. Mais aussi un focus, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le sujet, sur la gestion des gros volumes sur MySQL. Alors, Olivier reviendra aussi sur les capacités analytiques et intelligence artificielle qui ont été amenées dans les innovations et le cycle de développement de MySQL. Olivier reviendra aussi sur des partages de bonnes pratiques
pour optimiser les ressources MySQL, bref, gérer la performance sur MySQL. Et enfin, pour finir la journée, Dario Vega, qui est aussi un product manager francophone, et animera une session qui permettra d'illustrer, au travers d'une démonstration et d'un workshop, la construction d'une application serverless géodistribuée avec Oracle NoSQL Database Cloud Service. Voilà, donc tout ça au travers de cet exemple pour montrer en fait les performances et la simplicité de développement avec du NoSQL. Voilà, donc un programme très riche sur cette journée et le tout 100% en français avec nos experts et nos product managers. Voilà sur cette journée. Et dans les 30 secondes qui me restent, je voulais juste passer 2 messages importants. Donc, si tu peux avancer sur le slide suivant. Le premier est Loïc, qui reviendra bien évidemment jeudi de façon détaillée. C'est très important. C'est la première fois qu'Oracle met à disposition une version qu'on appelle Free Developer, que vous pouvez dès aujourd'hui, vous avez le QR code à l'écran, télécharger. Cette version est entièrement gratuite. Elle permet de prendre en main le produit, elle sera mise à jour régulièrement. Alors, il n'y a pas de support, ce n'est pas fait pour faire de la production, mais ça permet aux développeurs d'appréhender en quelques clics. C'est disponible sous format Docker, sous format Linux aujourd'hui, Windows très rapidement. Très rapidement cette version et toucher l'ensemble de ces innovations que vous voyez à l'écran, que je n'ai pas le temps de déployer ici. Et c'est ce que présentera Loïc dans sa session de jeudi. Mais très important de bien constater que c'est une évolution forte pour Oracle, qui n'avait pas eu l'habitude, on n'avait pas l'habitude par le passé de faire ça. C'est de mettre à disposition une pré-release et surtout une version déjà prête à déployer en quelques clics. Hein. Il faut quelques minutes simplement pour commencer à travailler, à développer avec la base pour la base de données Oracle. Et ça, c'est une innovation importante qui était demandée par notre communauté de développeurs. Terminer par un dernier point. Vous allez voir dans ces 3 jours énormément de présentations, de workshops. C'est fait sous format modulaire. Le point très important à garder en tête, c'est qu'une bonne partie de ces démos vous sont accessibles. Oracle met à disposition, là aussi vous avez le QR code, ce qu'on appelle les Live Labs. J'ai ici illustré avec quelques exemples, mais ces Live Labs, ils s'adressent à toutes les populations, bien évidemment les développeurs en premier lieu et les DBA, sur tous les thèmes. Ce sont des workshops de durée qui peuvent aller de 1 heure à 4 heures, avec des exercices, le tout est documenté et c'est disponible. Il y en a 800 au total de disponibles sur la plateforme qui doivent vous permettre finalement d'appréhender un sujet, pas uniquement par de la formation ou de la documentation, mais aussi au travers de ces workshops. Donc, n'hésitez pas, les Live Labs sont là pour aider les développeurs à toucher les produits. Voilà, j'en ai terminé. Patrick, je te rends la parole. Voilà, merci Nicolas. Merci Philippe également là, pour votre présentation exhaustive de cette grande semaine des développeurs en français. Je proposais quand même de revenir avec Valérie sur tout ce qui est formation et certification. Comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir rester alerte pour développer sur les technologies avec l'IA qui rôde autour. Donc Valérie, je te passe la parole pour que tu nous décrives ces formations et certifications. Merci Patrick. Alors tout d'abord, merci de votre participation à cet événement. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Valérie Ayotte. Je suis en charge de l'entité Skills Development pour Oracle University Europe, Moyen-Orient et Afrique. Je vais donc vous parler formation et certification. Pour l'activité formation, il y a 2 entités qui délivrent des formations et des certifications Oracle, permettent le développement des compétences tout au long de la vie. Comme vous voyez, il y a Oracle Academy et Oracle University. L'objectif est de fournir des voies d'apprentissage continu validées par des certifications reconnues sur le marché. Oracle Academy est l'entité philanthropique qui va offrir des ressources de formation aux écoles et aux universités. Oracle University va se focaliser sur des formations et certifications professionnelles pour les étudiants, pour les professionnels et pour les étudiants qui vont entrer sur le marché du travail. Donc, si vous représentez ce soir une école ou une université, la priorité numéro 1, c'est de devenir membre d'Oracle Academy.
L'inscription se fait directement en ligne, elle est totalement gratuite. Cela vous donnera accès à de nombreuses ressources, dont par exemple l'accès à Oracle Cloud Free Tier, le programme d'études complet sur les technologies clés, les softwares Oracle pour l'enseignement et la recherche universitaire à but non lucratif, les environnements de pratique, les applications basées sur le cloud, et ainsi de suite. Pour ce qui est d'Oracle University, même si nous délivrons avec des partenaires agréés encore des cours en salle ou à distance, on a développé une puissante plateforme de formation digitale que vous connaissez d'ailleurs peut-être. Elle s'appelle MyLearn. Bien entendu, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et propose des formations sur tous les produits et solutions Oracle, que ce soit par exemple les applications, l'infrastructure cloud, les bases de données, Java, le hardware, les solutions métiers, entre autres. On y trouve plus de 6500 heures de cours, des vidéos réalisées par des experts, des environnements de pratique, des démos, des best practices, des sessions live, des sessions de coaching, mais aussi des cours de préparation aux certifications et les certifications elles-mêmes. Également, MyLearn permet aujourd'hui de rejoindre la communauté Oracle University. C'est un réseau dans lequel vous pourrez trouver de nombreuses informations supplémentaires, échanger avec des pairs et des experts et participer activement à la vie de la communauté. MyLearn est une plateforme de formation et de certification payante qui donne accès aux différentes ressources, donc sous format d'abonnement annuel pour chaque utilisateur. Mais pour autant, j'ai une bonne nouvelle. Vous trouverez de nombreuses formations gratuites, donc disponibles sur cette plateforme professionnelle MyLearn. Notamment, pour commencer, le programme Learning Explorer, qui permet d'acquérir des compétences sur les fondations des solutions Oracle, comme par exemple les applications cloud HCM, ERP, supply chain, marketing, mais également les bases de données, Autonomous Database, Cloud Infrastructure, MySQL, Java, le développement d'applications, Cloud Native, DevOps ou encore Apex, pour n'en citer que quelques-uns. À la fin des parcours sur le programme Learning Explorer, vous pouvez également obtenir un badge d'accréditation. Ce programme Explorer sert de passerelle vers les formations plus avancées. Également disponible, donc, comme vous venez de le comprendre, gratuitement sur MyLearn, des parcours avancés tels que OCI, Data Management et Application Development. Ils vous permettront d'aller plus loin avec des dizaines d'heures de cours sur, par exemple, le développement d'applications dans le cloud, l'IA, le machine learning, la sécurité, entre autres sujets. Tous les liens, d'ailleurs, sont mis à disposition dans l'onglet, dans la fenêtre de discussion. Et que ce soit pour le programme Learning Explorer ou les formations avancées, il vous suffit juste de créer un compte Oracle. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Je rends à présent la parole à Patrick. Merci. Super, merci beaucoup Valérie. Le moment de conclure approche. Juste pour vous rappeler que avec votre email avec lequel vous êtes inscrit donc à cet événement, vous pouvez activer un compte Oracle Cloud Free Tier, voilà, soit en Always Free, soit avec les $500 pour tester des services pointus. Donc voilà, vous pouvez scanner. Et de l'autre côté, une chaîne Slack, c'est pour poser des questions tout au long de la semaine, cette fois-ci, tout au long de la semaine et même après pour récupérer voilà, différentes informations et poser des questions à nos meilleurs experts. Voilà, on se donne rendez-vous, bien sûr, demain, mardi 23 mai, à partir de 10 h. On va attaquer donc sur OCI à partir de 10 h. Et puis ensuite, vous aurez le reste du programme mercredi et jeudi. Vous savez qu'on a environ 7 à 8 séances donc, par jour. Donc, à tout moment de la journée, vous pouvez absolument nous rejoindre. On vous y attend. Grand merci à vous tous pour votre disponibilité, votre confiance. Grand merci aussi à nos intervenants aujourd'hui. Et voilà, demain, 10 h pour la suite de la Developer Week en français. Merci à tous et bonne soirée.